bonjour, merci donc de m'accueillir. Je vais vous parler de cosmologie, c'est-à-dire d'études de l'univers de manière scientifique. Je vais aussi m'assurer que mon petit bidule marche bien. Voilà. Et je vais vous parler donc du satellite Planck et de comment scientifiquement on étudie l'univers tout entier, ce qui n'est pas facile, hein, parce qu'on n'en a qu'un seul. Ça paraît bête, mais n'avoir qu'un seul univers, c'est un problème en sciences. Et, l'histoire du satellite Planck, que je relate aussi dans ce livre, que vous avez peut-être vu. Évidemment, aujourd'hui, je ne raconterai pas tout ce qu'il y a dans le livre, parce qu'il y en a un petit peu plus, mais je vous donnerai l'essence de notre travail et de l'approche que l'on a pour étudier l'univers. Alors, je ne sais pas s'il y a des interférences, mais non, ça devrait marcher. Voilà. Avant d'attaquer le dur du sujet de la science, je profite d'avoir du public devant moi pour rappeler ce que c'est que la science. La science, c'est d'abord des scientifiques, des femmes et des hommes. Ça paraît bête à dire, mais c'est des gens. La science toute seule n'existe pas. Donc c'est des femmes et des hommes. J'insiste sur les femmes parce que parfois, je crois que les orateurs, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, voilà, alors qu'il y a beaucoup de femmes scientifiques et très valeureuses. Donc j'insiste sur le fait qu'il y a des femmes scientifiques. Donc ce n'est pas mes photos de vacances, ce sont mes photos de mission. Évidemment, j'ai pas choisi les pires, hein. Parce que la science, ce sont des scientifiques qui se rencontrent et qui confrontent leurs idées. Le consensus n'émerge pas nécessairement tout de suite, n'émerge pas naturellement. La science, c'est la confrontation des idées. Alors, confrontation dans le respect, avec une méthode scientifique, bien entendu, mais il y a quand même des confrontations d'idées. Et donc, on va dans des grandes conférences. Là, c'était à Los Angeles il y a quelques années, ou à Hawaï aussi il y a quelques années, ou à Rome, enfin, etc. Et la science, c'est pas vous êtes tout seul dans votre coin, vous avez une idée géniale, et puis tout va bien. Non, si vous avez une idée géniale, vous devez la confronter aux autres, qui vont vous dire non mais ça c'est n'importe quoi, etc. Donc vous devez les convaincre, ça prend du temps. Mais c'est vraiment ça, c'est pour ça que tout prend du temps. Après, si vous faites des manips spatiales comme je vais vous raconter, il faut trouver l'abruti de 1 milliard d'euros, etc. Donc c'est pas facile, hein, c'est pas votre banquier du coin qui vous les donne, ce sont les agences spatiales. Il y a des procédures extrêmement sélectives et compétitives, donc ça prend des années, de l'expertise, de l'énervement, du découragement, mais ce sont des ambitions scientifiques qui nous portent et qui nous guident, donc on aime ça. Mais voilà, c'est pas du tout cuit et c'est pas aussi simple peut-être qu'on peut l'imaginer. Et donc voilà, ça se fait en équipe. Là, j'étais à Los Angeles et là, j'étais à Groningen avec professeur Karina Caputi, qui est une collègue. Ici, Dr Brenda Fry aussi. Donc voilà, les filles sont présentes dans la science et je souhaitais l'indiquer ici. La science se fait aussi dans des grands établissements, des laboratoires de recherche. Alors pour moi, c'est l'université Paris-Sud et Paris-Saclay, où on a des grands équipements comme tous les labos de recherche, hein. Ici, on a une salle de test en environnement spatial où on teste nos instruments avant de les envoyer dans l'espace, une spécificité de l'Institut astrophysique spatial. Après, il y a des moyens informatiques, des data centers, etc. Mais là, il y a beaucoup de choses qui existent dans toutes les universités. Il y a une spécificité qu'on a quand même à Paris-Sud et Paris-Saclay à Orsay, c'est la MIS, Maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences. Alors, je ne sais pas s'il y a des enseignants ici. C'est plutôt réservé aux gens d'Île-de-France, mais tout le monde est bienvenu. On a un laboratoire pour les 9-15 ans, c'est-à-dire du CE2 à la 3e, où les élèves viennent une journée faire des manips scientifiques encadrés par des doctorants sur des ateliers vraiment conçus par les chercheurs et adaptés. Et on pense que promouvoir la science auprès des plus jeunes, bien sûr auprès de nos étudiants, c'est notre mission première, mais aussi auprès des plus jeunes, ça fait partie de nos missions. Et donc on a mis les moyens avec des partenaires dans un beau bâtiment, etc. Donc c'est une expérience à laquelle je participe et qui est très, très agréable, je dois dire. Alors, venons-en au sujet. Alors, je ne suis pas hyper fan de Star Wars, j'aime bien Star Wars comme tout le monde, mais alors, la petite histoire, c'est que mon livre s'appelle Le côté obscur de l'univers, et pour des raisons de production du livre, en fait, le titre a été choisi très tardivement dans le processus. En gros, j'avais déjà écrit le livre quand le titre a été choisi. Alors, moi, le titre que j'avais proposé à mon éditrice, c'était 52 nuances d'univers avec Planck. Moi, je trouvais ça sympa, mais elle a trouvé que c'était pas... Alors, 52 parce que Planck a 52 bolomètres, vous verrez dans quelques instants. Bon, l'éditrice a dit non, donc... et donc, dans le livre, je n'ai pas mis je n'ai même mis aucune référence à Star Wars, parce que je n'avais pas imaginé ça. Donc, si jamais vous lisez le livre, ne vous étonnez pas de ne pas voir de référence à Star Wars. Et alors, pour me faire pardonner, pour peut-être les futurs lecteurs, je mets un peu de Star Wars dans la présentation, pour vider la frustration que j'ai eue de ne pas pouvoir rajouter quelques petites incises à ce sujet-là. Donc il y aura des petits thèmes comme ça. Donc l'idée, c'est de parler de l'univers il y a très 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 longtemps, et de manière scientifique, même si la science-fiction est formidable, on est ici pour parler de science. Alors ce qui est bien en science, c'est que
on a voilà, une ambition scientifique qui est, alors peut-être pas de prouver, mais en tout cas d'utiliser le fait que les lois de la physique sont universelles et qu'elles sont les mêmes partout dans l'univers. En tout cas, c'est un postulat. Vous savez que la science, c'est formidable, il y a une méthode très carrée, très logique, très suivie. Mais si on réfléchit un petit peu, en fait, la science, c'est un petit peu un géant au pied d'argile, parce que quand vous avez qu'un seul univers et vous ne savez pas si les lois de la physique sont les mêmes partout dans l'univers, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que vous arrêtez? Alors, bon, non, on n'arrête pas, mais on doit mettre des postulats qu'on essaie de vérifier, hein, mais le problème des postulats, c'est que on n'arrive pas forcément à les vérifier. C'est un peu comme en physique quantique. Néanmoins, on prend ce parti pris. Les lois de la physique sont universelles. L'univers est isotrope et homogène à une très grande échelle. Et on avance. Alors, il y a quand même des choses très belles avec ça. Ici, je vous montre deux images. D'ailleurs, qu'est-ce que sont ces images? Alors, à gauche, c'est le Soleil, prise par un astronome amateur à Orsay, qui d'ailleurs peut-être est dans la salle où a parlé, c'est Fabrice Noël. Donc c'est le Soleil pris en H-alpha, que vous connaissez, c'est notre étoile, avec des petites vibrations à la surface, des petites protubérances qu'on a mis en noir et blanc. À droite, c'est une image qui ressemble, mais qui n'a rien à voir, c'est tout l'univers. C'est le fond cosmologique dont je vais parler pendant une quarantaine de minutes. C'est la première lueur de l'univers, ou pour être plus précis, c'est la première lueur qui peut nous parvenir, parce qu'avant l'univers était opaque. Donc c'est le fond cosmologique, CMB, un Cosmic Microwave Background en anglais, cette première lueur de l'univers. Ces deux objets n'ont rien à voir. Ça, c'est tout l'univers. Ça, c'est juste une toute petite étoile. Aujourd'hui, ça, c'est tout l'univers il y a 370 000 ans après le Big Bang, il y a à peu près 13,8 milliards d'années. Et pourtant, la physique est quasiment la même. C'est un plasma chaud, 6000 degrés à la surface. C'est un plasma chaud, 3000 degrés au moment de la recombinaison ici. Ça vibre, ça vibre. Il y a des électrons et des baryons. Enfin, des baryons, c'est de la matière ordinaire. Il y a des électrons et des baryons. Alors, il y a quand même des petites subtilités. Ça, c'est tout petit. Ça, c'est très grand. Voilà, c'est beaucoup plus grand. C'est tout l'univers. Là, il y a beaucoup de matière noire. Là, il n'y en a pas. Là, il y a 10 puissance 9 photons pour un baryon. Là, je ne sais pas combien il y en a, mais je pense que ce n'est pas forcément le même rapport. Mais la physique est la même. Et alors, pour aller même plus loin, peut-être que ceux qui étaient là hier l'ont déjà vu, mais pour ceux qui me voient pour la première fois, je vais vous faire la démonstration. Voici un petit pendule fait maison, donc qui oscille. Hein, c'est Galilée, le premier, au début du XVIIe siècle, qui avait montré le formalisme mathématique, qui avait résolu l'équation du mouvement. C'est un petit mouvement oscillant. Hein, on appelle ça l'équation mathématique, c'est une équation différentielle du deuxième ordre d'un coefficient constant linéaire, qui a juste pour solution un petit cosinus. Et bien, figurez-vous que cette petite équation de l'oscillateur harmonique est la même équation qui régit les vibrations du Soleil à gauche et les vibrations de l'univers primordial à droite. C'est juste une petite équation différentielle toute simple, et c'est la même. Alors c'est ça qu'on aime bien en physique et en sciences, c'est avoir une sorte d'unicité de l'outil mathématique et si possible des lois physiques qui s'appliquent à plein d'échelles. Alors ça ne peut pas s'appliquer à tout, mais ça s'applique ici du pendule de Galilée au Soleil, à l'univers, à l'origine de l'univers. Alors, la forme de l'équation est la même, mais les termes et les paramètres ne sont pas les mêmes, hein, évidemment. Là, la masse du petit tube de colle, je ne sais pas combien ça fait, va faire 20 grammes. Là, vous avez toute la masse du Soleil, là, vous avez tout l'univers. Et les forces de rappel, là, c'était, disons, la gravité du Soleil, et puis, la gravité de la Terre, pardon. Là, c'est la masse du Soleil. Et puis là, vous avez, parce que ce sont des équations locales, vous avez toute une quantité de matière noire, et des baryons, c'est-à-dire la matière ordinaire. Donc, les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes, mais les équations sont les mêmes. Alors, pourquoi ça vibre? En deux mots, parce que ça sera important dans la suite. Vous avez la gravité qui attire, ça vous le savez, c'est-à-dire que la gravité attire. Donc, vous avez des petites fluctuations, c'est-à-dire des petites surdensités, ça attire. Mais il y a quelque chose qui s'oppose à cette attraction. Quand vous êtes dans un plasma, vous avez des électrons libres. Je l'évoquerai tout à l'heure. Là, je fais un petit résumé, en fait. Et ces électrons libres ont le bon goût ou le mauvais goût d'interagir fortement avec la lumière, avec les photons. On appelle ça la diffusion Thomson, ou Compton, si vous connaissez Compton. Et donc, la gravité fait votre petit morceau de matière, ici ou là, se concentrer. Mais en se concentrant, comme la lumière et la matière sont couplées, hein, c'est un terme technique qui dit que la lumière et la matière vont ensemble,
eh ben, vous avez plein de lumière qui est concentrée. Et la lumière, elle n'aime pas ça. Donc, elle pousse vers l'extérieur. On appelle ça la pression de radiation. Donc, vous avez compétition entre gravité et pression de radiation. Et donc, ça se met à osciller. Et donc, l'univers primordial vibre, tout comme le Soleil, aujourd'hui, vibre. Et donc, c'est ça qu'on va étudier, parce que vous savez peut-être que tout système vibrant, en fait, ne vibre pas par hasard. Il vibre selon des propriétés qui lui sont propres. On appelle ça des modes propres en physique. Donc, il vibre un peu comme une cloche ou un violon ou une guitare. Ça ne fait pas n'importe quel son. Ça fait un son qui est adapté à la cavité que vous avez. Et ben là, la cavité, c'est tout l'univers. Là, c'est tout le Soleil. Et votre violon ou votre tambour ou que sais-je, c'est votre instrument. Et ben, le son que ça donne dans un instrument de musique sur Terre, avec une onde de pression qui se propage, parce que là, c'est via l'air, vous caractérise quasiment complètement votre instrument. Là, ce sont des oscillations acoustiques, donc c'est comme du son, mais c'est parce que acoustique, c'est la matière qui se déplace. Mais après, alors il n'y a pas de son il n'y a pas d'air pour propager le son, donc il n'y a rien qui se propage, il y a juste la lumière. Et donc notre chance, nous astrophysiciens, c'est que cette matière qui bouge selon des oscillations acoustiques engendre des oscillations de lumière, et nous on voit la lumière. Donc en fait, ces oscillations acoustiques, on peut les voir avec de la lumière, et donc on peut savoir comment ça vibre. Et si on sait comment ça vibre, on peut savoir de quoi c'est fait. De quoi c'est fait, quelle est la température, quelle est la vitesse, on peut savoir plein de choses. Donc étudier l'origine de l'univers, notamment avec le satellite Planck, mais en tout cas en étudiant le fond cosmologique, c'est finalement étudier les vibrations de l'univers tout jeune. Et les vibrations vous donnent une carte d'identité complète de ce qui se passe. Voilà pour l'introduction. Alors, pour ceux qui seraient un peu nouveaux en astronomie, je vais vous raconter les échelles importantes que l'on va discuter. En commençant par le système solaire que vous connaissez, ici c'est une image d'artiste. Donc le système solaire a une taille de quelques heures-lumière. Voilà, la lumière met quelques heures à aller aux confins du système solaire. Elle met 1 seconde pour faire la distance Terre-Lune et puis 8 minutes pour faire la distance Terre-Soleil. Voilà, donc le système solaire, on connaît bien. On va un petit peu plus loin. On va au niveau des étoiles qui sont dans notre Voie lactée. Là, on est à quelques années-lumière. Vous savez que l'étoile la plus proche, c'est à peu près à 4,2 années-lumière, Proxima du Centaure. Et les étoiles ont une couleur, elles sont très belles. Alors ça, tout ce que je vais vous montrer sont des vraies images. Ça, c'est pris par Hubble. Donc les étoiles sont à quelques années-lumière, jusqu'à quelques milliers d'années-lumière, bien sûr. Mais c'est de l'ordre de l'année, centaines, milliers et au-delà d'années-lumière. Si on va encore un petit peu plus loin autour de nous, on va dans le royaume des nébuleuses. Alors les nébuleuses, c'est très beau, c'est formidable, c'est du gaz composé d'hydrogène et puis plein d'autres atomes selon où vous êtes dans la galaxie et à l'époque de l'univers. Mais là, vous avez plein d'atomes complexes, du silicium, des molécules, des OH, du HCN, enfin plein de trucs. Et de l'eau. Je veux dire, de l'eau, il y en a partout dans l'univers. Partout. Vous pointez le moindre radiotélescope là-dedans, il y a de la molécule d'eau partout. Voilà. Alors après, ce n'est pas de l'eau liquide, ce n'est pas des océans, etc. Mais vous avez des molécules d'eau partout. Et c'est dans ces cocons de gaz que se forment les étoiles, par instabilité gravitationnelle. Votre nuage se met à s'effondrer et puis se met à former des étoiles. C'est des processus qu'on comprend à peu près, pas complètement dans les détails, mais qu'on comprend. Là, la taille, typiquement, c'est quelques centaines d'années-lumière, voire plus, quelques milliers d'années-lumière, l'échelle de l'image. Ça, c'est le ciel vu par Planck, mais ça, ce sont des zooms à gauche et à droite obtenus par le Hubble également. Alors, si on va encore un tout petit peu plus loin, on va dans les galaxies. Alors, les galaxies sont très grandes. La taille ici serait quelque chose comme un demi-million d'années-lumière, voilà, ou un quart de million d'années-lumière. Ce sont des vraies images, mais des fausses couleurs. C'était pris par le satellite Spitzer dans l'infrarouge. Alors, ce satellite est cher à mon cœur, parce que quand je travaillais pour la NASA aux États-Unis, il y a bien longtemps maintenant, j'ai travaillé sur ce satellite. Je l'ai vu lancer, j'ai travaillé sur ses instruments, etc. Donc, j'ai participé à la prise de ces images il y a très longtemps, il y a quasiment plus de 15 ans. Et donc, alors si mon système de vote marche, je vais vous poser une question. Selon vous, quel est le composant principal dans une galaxie? Est-ce que c'est des étoiles, des trous noirs, etc. Alors, on va essayer de le faire fonctionner, ce petit bidule. Voilà. Alors, ce coup-ci, je vais essayer de cacher. Alors, vous pouvez voter. Donc, si vous pensez que dans une galaxie, ce qui est le plus important en masse, vous n'avez qu'un seul choix, ce sont les étoiles. Vous tapez A, B, etc. Et puis si vous êtes par SMS, vous envoyez juste la lettre. Alors est-ce que ça marche? Parce que je vois 0 réponse.
Ah, c'est bon, donc ça marche. Ouf, merci, vous sauvez ma matinée. Je sais pas qui, c'est vous qu'on doit remercier. Bon, merci. Donc selon vous, même si je pense beaucoup ici connaissent la réponse, quel est le composant principal? Ah, j'ai mis pourcentage, mais bon, je devrais corriger la question. Quel est le composant principal dans une galaxie, en masse par exemple? Ce sont des étoiles A, matière interstellaire, nébuleuse et gaz B, trou noir C, planète D ou matière noire E. Voilà, réfléchissez, vous pouvez répondre ce que vous voulez. Donc j'utilise ça avec mes étudiants en amphi, c'est à Paris Sud, à Orsay. C'est très pratique parce que, alors ils sont un petit peu moins nombreux que vous, mais ils sont bien la moitié. Et ça permet de voir s'ils suivent bien. Voilà. Donc je vais voir si vous suivez bien. Bon, on va dévoiler les réponses, parce qu'on est quand même là pour parler de cosmologie. Alors vos réponses, vous pouvez toujours répondre. Hein. Suspense insoutenable. Ah oui, alors c'est pas comme hier. Donc alors... Ah oui, non, mais c'est pas la question que je voulais. Ah oui, d'accord. Donc je me suis un peu trompé. Ça, c'est effectivement ce que je donne à mes étudiants, mais je voulais faire le truc comme hier avec les pourcentages. Oui, donc je suis arrivé un peu vite. Donc en fait, il fallait donner un pourcentage, c'était bien écrit. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de réponses. Donc en fait, je proposais de donner des pourcentages, voilà, 10% de gaz, de matière noire, etc. Et puis ça s'accumulait. Donc voilà, bon, bah, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Mais alors, on va quand même regarder les réponses. Mais je pense qu'elles n'ont pas été réinitialisées, là. Je pense que ça correspond à ce que racontaient mes étudiants. Alors effectivement, les étoiles, c'est ce qu'on voit dans les galaxies. Donc, de fait, elles composent une grande partie des galaxies. Ça, c'est indéniable. Les nébuleuses, en revanche, composent qu'une toute petite partie. Et le gaz et les étoiles, le gaz et les nébuleuses représentent une toute petite partie, hein, c'est quelque chose comme 1%. Mais c'est très important parce que les nébuleuses, le gaz, la poussière changent la couleur des galaxies et changent leur émission de lumière. Donc ça, c'est très important pour nous qui observons la lumière. Alors les planètes, évidemment, sont importantes pour nous, mais en termes de masse, c'est rien du tout. Hein. Ce qui compte dans les galaxies, c'est la matière noire. La matière noire, c'est 80% de leur composition en masse, le reste étant essentiellement des étoiles. Le reste étant négligeable. Il y a des trous noirs, mais ça, c'est négligeable en masse. Donc, c'est un mystère parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la matière noire. On arrive à tracer sa répartition maintenant très précisément avec plein de méthodes, hein, de l'anti-H faible, etc. J'y reviendrai brièvement à la fin pour Euclide. Mais c'est un mystère. Des alternatives à la matière noire, c'est de modifier les théories de gravité. Donc modifier la relativité générale, par exemple. Donc c'est un gros travail. Il y a des collègues qui s'y attellent. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais à ma connaissance, les résultats ne sont pas encore hyper probants pour expliquer notamment ce qu'on va discuter dans un instant, ce qui se passe au tout début de l'univers. Autant ces théories modifiées peuvent éventuellement expliquer ce qui se passe dans les galaxies, mais à ma connaissance, pas encore au tout début de l'univers. Donc les galaxies sont très grandes, composées de matière noire. Et si on voulait représenter le système solaire à cette échelle, donc sur cet écran, là, cette image fait à peu près, je sais pas, 2 mètres. La taille du système solaire ne serait pas 1 pixel, ne serait pas 1 micron, mais ça serait la taille d'un atome. Donc le système solaire est tout petit, vous le saviez, mais rapporté à cette échelle, c'est un atome sur l'écran. Donc c'est tout petit. Nous ne sommes peu de choses, nous le savions, mais c'est confirmé. On va à encore plus grande échelle, et ce sont les amas de galaxies. Donc sur cette image réelle, tout ce que vous voyez, ce sont des galaxies, sauf 4 étoiles. 1, 2, 3, 4, qui sont des étoiles d'avant-plan de notre Voie lactée. Et la taille de cette image serait de l'ordre de 1 ou 2 millions, plutôt 2 millions d'années-lumière. Là, vous avez des centaines de galaxies, et ce sont les plus grosses structures de l'univers. Donc ça pèse typiquement 10 puissance 15 masse solaire, donc 1 million de milliards d'étoiles. Sachant qu'effectivement, j'ai oublié de le dire, une galaxie, c'est typiquement 10 puissance 9, 10, 11 masse solaire, ça dépend du type de galaxie, donc des milliards d'étoiles. Voilà les très très grandes structures qu'on observe aujourd'hui. Et puis, quand vous allez le plus loin possible, c'est cette image, c'est le fond cosmologique, c'est le plus loin que nous puissions observer avec de la lumière.
C'est cette image prise par le satellite Planck qu'on a relâché il y a juste quelques mois, même si Planck a fonctionné il y a quelques années. Ça représente les petites fluctuations du fond cosmologique, et je vais en parler maintenant. On a mis une zone ici, une zone grisée, c'est pour dire qu'on a triché dans cette zone à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur de cette zone, il y a la Voie lactée qui nous gêne. Alors on a interpolé le signal pour faire une jolie image, mais nous, en faisant l'analyse scientifique, on exclut ces zones grisées là, mais ça fait une belle image. Alors, nous utilisons de la lumière, nous les astrophysiciens. Je vais enlever ce siège. Il y a d'autres vecteurs de l'information qui sont là. Il y a les astroparticules, les ondes gravitationnelles, les neutrinos. Voilà. Mais là, je me concentrerai sur la lumière parce que historiquement, c'est plus vieux et puis ça marche encore pas mal. Donc voici une image d'une belle galaxie d'Andromède prise dans le domaine visible, et la même en ultraviolet et en infrarouge. Alors on peut se demander quelle est la vraie couleur de la galaxie. En fait, il n'y a pas de vraie couleur, c'est juste qu'il y a des couleurs, voilà, il y a des fréquences, il y a des longueurs d'onde, et la galaxie présente un visage différent selon les trois longueurs d'onde. Alors dans le visible, vous voyez les étoiles, et puis la poussière surtout, et la poussière, c'est tous ces nuages de gaz qui absorbent la lumière visible. Bon, vous avez des voisins, des galaxies ici et là, mais là vous voyez la poussière qui absorbe. Dans l'ultraviolet, vous voyez les jeunes étoiles très massives et très très chaudes qui viennent juste de naître, mais qui sont nées hors de la poussière, parce que s'il y a de la poussière, vous ne les voyez pas. L'ultraviolet est absorbé. C'est pour ça que vous avez des zones ici sombres. Ce n'est pas qu'il y en a moins, mais c'est probablement qu'il y a de la poussière qui cache. Voilà. Alors que là, vous voyez un peu mieux sur les côtés. Et puis dans l'infrarouge, ici proche et moyen, vous voyez en bleu, en fausse couleur, hein, c'est le 3 microns, 3,6 microns de Spitzer. Vous voyez les vieilles étoiles qui sont froides, hein, 3000 degrés à leur surface, donc qui se concentrent surtout au centre. Et puis en rouge, c'est le 24 microns ou le 8 microns, je ne me souviens plus, c'est la poussière chauffée par les étoiles qui sont en train de naître, mais qui sont cachées dans la poussière. Donc avec une vision multicouleur, vous arrivez à avoir une carte d'identité de votre objet astrophysique. Parce qu'on ne peut pas y aller, c'est ça le problème, hein, vous savez bien. Donc il faut qu'on se débrouille avec ce qu'on a, et la lumière finalement est un très bon vecteur. Donc on fait ça aussi avec les rayons X, enfin, avec tout le spectre électromagnétique. Hein. Mais là, j'ai utilisé ces images parce que c'était particulièrement visible. Alors maintenant que on sait que la question, on va se poser, on utilise la lumière, on n'a qu'un seul univers, on a une méthode scientifique, comment on va mettre tout ça ensemble pour répondre aux questions de comment l'univers, quelle est l'origine de l'univers, ou quelles sont les origines de l'univers, et comment a-t-il évolué, et comment on s'y prend pour avoir une carte d'identité ultra précise. Alors, les deux questions que les scientifiques essaient de résoudre, en tout cas les deux questions qui se posent à défaut de les résoudre, vous allez voir, parce qu'on n'a pas des réponses sur tout, c'est en gros deux familles de questions. C'est au début, pourquoi l'univers était très, 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 très homogène. Homogène, ça veut dire, pour simplifier, le même partout. Et deuxièmement, pourquoi aujourd'hui l'univers est très hétérogène, très contrasté. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte avec son univers homogène? C'est quoi cette question? Moi, ce n'est pas la première question que je me pose. Je me dis, pourquoi l'univers est là, ou etc. Bon. Pourquoi l'univers est là? Ça, c'est plus philosophique que scientifique, même si c'est très intéressant. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas de réponse. Je crois que je ne suis pas le seul. Quand on fait des observations de ce fameux fond cosmologique, et vous inquiétez pas, je vais y venir, on se rend compte que ce fond cosmologique est très, 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 très homogène. En fait, il est tellement homogène qu'on a mis beaucoup de temps à découvrir qu'il était un petit peu inhomogène. Ces petites variations sont plus petites qu'une partie pour 100 000. C'est-à-dire que c'est très, très, très homogène. C'est un peu comme un lac ultra plat et calme. Et vous avez des petites vaguelettes qui sont de l'ordre du 100 millième de la surface. Donc, en fait, vous ne les voyez pas. Et donc ça nous prouve que 370 000 ans après le Big Bang, l'univers était ultra homogène. Parce que vous vous rappelez, hein, la matière et la lumière sont couplées. Donc si la lumière nous dit qu'il y a des toutes petites fluctuations, mais hyper petites, c'est-à-dire que les fluctuations de densité sont aussi hyper petites. Donc l'univers n'était pas très contrasté. Il était tout lisse, en quelque sorte, homogène. Et ça, on a du mal à comprendre parce que l'univers, entre le Big Bang et 370 000 ans, il s'est passé plein de choses. Hein, si vous laissez un gaz s'étendre dans une pièce, c'est seulement au bout d'un moment qu'il sera complètement homogénéisé en température, en pression, etc. Donc là, on pense que le temps n'était pas si grand que ça. Il aurait pu y avoir des variations de température, de pression, de que sais-je, de densité. Non, l'univers est super homogène. Et ça, c'était une question vraiment très, très épineuse parce qu'on n'avait pas de mécanisme pour
résoudre ce problème. Parce que la physique, a priori, ne prédisait pas ça. Alors les gens, dans les années 80 et un peu plus tard, ont invoqué des modèles d'inflation cosmique. Alors, c'est pas une baguette magique, hein, c'est que quand vous avez un problème, vous essayez de trouver une solution, et puis il y a une solution qui apparaît, les gens commencent à regarder, et puis cette solution est super élégante, super simple à calculer, enfin, elle devient très très populaire. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein, d'ailleurs il n'y a pas vraiment de vérité en science. Ça veut dire que ça marche et qu'on est content. Voilà. Il faut se souvenir de la démarche scientifique, hein. Vous avez des théories que vous confrontez aux données, et si les données ne vous tuent pas vos théories, bah vous gardez la théorie, hein. Après, est-ce que c'est la meilleure ? J'en sais rien. Si la meilleure reste, et puis jusqu'à ce qu'il y en ait une nouvelle. Donc l'inflation a ce très bon goût de partir des fluctuations quantiques de l'univers, donc qui sont quand même relativement homogènes, et de plaquer à l'échelle macroscopique toutes ces petites fluctuations quantiques. Donc, avec les mains et disons d'un point de vue sensible, l'univers n'a pas le temps d'être hétérogène. Il est tellement étendu très rapidement, en plus petit que 10-35 secondes, sur des très grandes échelles. Il n'a pas le loisir de dire, tiens, là, je vais être plus dense, là, je vais être moins dense. Il est tout de suite projeté sur des très, très grandes échelles. Donc l'inflation résout ça. Très simplement, très élégamment, et donc ça marche, donc on prend. Hein, voilà. Après, est-ce que c'est vraiment comme ça ? Ça, on ne sait pas encore, mais finalement, c'est peut-être pas ça la question, parce qu'on ne saura vraiment jamais, on n'y était pas. Ce qui importe, c'est d'avoir une théorie scientifique qui est basée sur une physique que l'on comprend, que l'on peut prédire, et d'évoquer des scénarios, par exemple l'inflation qui est arrivée bien après ces détections, pardon, bien avant une partie de ces détections, enfin, disons en même temps, ça a été un aller-retour, mais ces prédictions ont été défiées par les données, notamment du satellite Planck. Et ça, c'est de la démarche scientifique. C'est-à-dire que vous avez des données, vous avez une théorie, même si elle était un petit peu calée pour que ça marche, mais est-ce que votre théorie, dans ces derniers retranchements des toutes dernières données, survit ? Eh bien, vous serez étonné peut-être d'apprendre que oui, cette théorie aussi farfelue, en tout cas selon moi, moi je ne suis pas théoricien, hein, donc cette théorie aussi farfelue de l'inflation résiste très très bien à toutes les données jusqu'à aujourd'hui. Donc on prend. Donc le modèle d'inflation. Et ensuite, comment à partir des petites fluctuations qui sont ici de densité, on arrive aux grands amas de galaxies, aux étoiles, aux planètes, etc., et à nous. Eh bien, ça pourrait être un problème si on ne prend en compte que la matière visible. Alors on sait depuis les années 30 qu'il y a de la matière noire, enfin on sait, ou en tout cas on sait qu'il y a un problème avec la matière ou la gravité, et on la résout en ce moment en disant qu'il y a de la matière noire. Mais si vous ne mettez pas de matière noire, ça ne marche vraiment pas. Et c'est pour moi l'argument le plus fort pour la présence d'une matière invisible et non baryonique. C'est que si vous prenez les petites fluctuations et que vous laissez dérouler le temps, il n'y a pas assez de temps, pourtant c'est long, 13,8 milliards d'années, hein, mais vous n'avez pas assez de temps pour former des gros amas de galaxies, des grosses galaxies, des étoiles, etc. Il faut vraiment de la matière, beaucoup de matière dès le début, et donc il faut cette matière noire. On n'y arrive pas autrement. Et donc on a invoqué ce qu'on appelle le modèle lambda-CDM. Lambda signifie constante cosmologique qui traduit l'expansion accélérée de l'univers. Je ne l'ai pas encore évoqué, mais l'univers est en expansion accélérée. Ce sont les observations faites depuis 20 ans. Et CDM pour Cold Dark Matter, donc matière noire froide. Donc c'est cette fameuse matière noire qui aide à la structuration des grandes structures. Alors cold, froid, ça veut dire non relativiste, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit relativiste, sinon ça ne marche pas. Donc la matière noire est très vite non relativiste et permet à la matière visible, à la matière baryonique, de s'accréter. Donc on essaie de répondre à ces questions. On a des modèles, mais qui ont plein de paramètres libres, qui peuvent être ajustés, et puis qui parfois ont des prédictions sur un spectre très très large. Donc l'idée, c'est un peu de faire le ménage. C'est pour ça qu'on a fait le satellite Planck. Alors le fond cosmologique, je vais passer quelques instants là-dessus, est une observation importante. Ce n'est pas la seule, hein. Il y a des gens qui font des relevés de galaxies, il y a des gens qui font des corrélations de galaxies, j'en parlerai brièvement à la fin. C'est une des mesures très importantes. Alors j'insiste parce que j'ai un petit peu travaillé dessus avec Planck, mais voilà, il n'y a pas que celle-là. Alors cette idée du fond cosmologique, elle est en fait très naturelle. C'est ce que j'essaie de vous présenter ici en 1 minute et demie. Il y a très longtemps, en fait depuis probablement l'aube de l'humanité, les gens se sont probablement posé la question, mais on a les preuves, disons, les publications qu'à partir du XVIe siècle. Les gens se sont demandé, voilà, les publications, c'est toujours très important pour les scientifiques, et les autres aussi, c'est pourquoi la nuit est-elle noire ? Je pourrais vous en parler des heures, mais pourquoi la nuit est noire ? Cette question peut paraître complètement saugrenue, mais si on y réfléchit un instant, elle n'est pas si saugrenue que ça. Si vous regardez le ciel étoilé, vous voyez qu'il y a plein d'étoiles partout. Bon, c'est noir entre les étoiles. Bon, facile.
Maintenant, si on réfléchit, vous avez vu les images de galaxies tout à l'heure, il y a plein de galaxies partout dans l'univers. Et donc, on peut se dire peut-être que n'importe quelle ligne de visée que l'on pointe avec notre doigt, à un moment, tombera sur une galaxie, et donc sur une étoile. Donc, si on admet cette hypothèse, qui en fait s'avère être fausse, mais peu importe, si on admet cette hypothèse que dans chaque direction, à un moment, on tombera bien sur une étoile, eh ben pourquoi la nuit est-elle noire? Elle devrait être tapissée d'un fond lumineux d'étoiles ou de galaxies. Or, la nuit est noire. Donc, il y a un paradoxe, comme tous les paradoxes, c'est un problème mal posé, qui est connu sous le nom de paradoxe d'Olbers, je ne sais plus où je l'ai mis, voilà, d'Olbers, qui évoquait l'apparente contradiction entre l'infinitude de l'univers et du nombre d'étoiles et la nuit noire. S'il y a vraiment une infinité d'étoiles, bah, la nuit devrait être brillante. Voilà. Et donc c'est le premier à trouver une explication qui n'est pas scientifique, c'est Edgar Allan Poe, qui est pas scientifique, que vous connaissez peut-être, dans son poème en prose Eureka de 1848, qui est le premier à donner une explication que l'on considère comme scientifiquement valide. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas la prouver, il n'était pas scientifique. Mais il a dit, si les étoiles ne sont pas éternelles, ça résout le problème. Parce qu'il peut y avoir une infinité d'étoiles, mais si elles vivent qu'une fraction de l'âge de l'univers, eh ben, elles s'éteignent. Et donc, la grande baignoire de l'univers ne se remplira pas de lumière. Vous savez, une baignoire où vous remplissez d'eau, ça déborde, c'est quand il y a trop de lumière. Là, comme les étoiles s'éteignent à certains moments, l'univers ne se remplit pas de lumière. Et ça a été démontré par Lord Kelvin, qui est un peu quelqu'un de très respecté en physique, qui a démontré par le calcul que effectivement c'était ça. Il ne faut pas oublier que avant les années 1930, les gens pensaient que l'univers était éternel, voilà, immuable. Les gens ne s'étaient pas trop posé la question, il n'y avait pas vraiment de données qui permettaient de contredire ça. Donc les gens pensaient que tout était immuable et éternel. Donc il faut se remettre dans ce contexte-là. Et Lord Kelvin, bien qu'il n'était pas au courant des processus physiques ayant lieu à l'intérieur des étoiles, fusion thermonucléaire, il s'est trompé d'un facteur 100 sur l'âge des étoiles. Néanmoins, le facteur 100 a suffi à prouver que effectivement, les étoiles ne vivaient pas un temps infini. Fin du 19e siècle. Je crois que ce sont ses conférences aux États-Unis 1897 et qu'il a publié en 1907. Donc il a dit, voilà, fin du jeu, fin du game, comme disent, voilà. La nuit n'est pas noire, les étoiles ont une durée de vie finie, tout va bien. Arrive Hubble, dans les années 1900, fin des années 20, il découvre que les galaxies s'éloignent de nous. Alors c'est ce que je fais faire à mes étudiants aussi, je leur fais faire la loi de Hubble, etc. Personne n'a demandé à ce que les galaxies s'éloignent de nous, mais c'est comme ça. Donc on observe quasiment toutes, à part les proches qui sont attirés par nous, mais quasiment toutes les galaxies s'éloignent de nous. Alors comment vous faites un modèle physique qui explique, ou au moins qui décrit, à défaut d'expliquer, le fait que toutes les galaxies s'éloignent de nous? Alors vous pouvez dire, je suis le centre de l'univers. Bon, ça, les humains ont l'habitude de faire ça depuis la nuit des temps. Bon. On peut garder ça comme explication, mais donc ce n'est pas l'approche qu'on va prendre ici. Ça viole le principe cosmologique qui est que tout est pareil partout. Donc on arrive assez rapidement à l'idée qu'il y a un univers en fait en expansion. Et c'est l'espace-temps qui se dilate à très grande échelle. Ça ne nous concerne pas nous, ça ne concerne pas la distance Terre-Lune, voilà, ça concerne vraiment que les très très grandes échelles. Donc vous avez un univers en expansion. Bon, tout va bien. En 1931, voilà, il y avait la théorie qui était prête, théorie d'Einstein. L'abbé Lemaître, voilà, Friedman, Robertson, Walker, tout un tas de travaux théoriques ont permis de donner un cadre théorique à cette expansion de l'univers qui pouvait être paramétrisé, donc tout allait bien. Mais il y a des esprits chagrins comme Gamow qui se sont dit, ok, il y a la théorie, expansion, on ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Si on remet le film à l'envers de cette expansion de l'univers, c'est-à-dire que si on met le temps vers les temps passés, l'univers était plus petit, entre guillemets. J'aime pas ce terme, mais bon, là, on n'a pas beaucoup le temps, donc on va faire vite. L'univers était plus petit et de plus en plus dense si vous allez dans le passé. Et donc, c'est un des premiers, en tout cas à l'avoir publié, qui s'est dit, mais si on va très loin dans le passé, il y a un moment où l'univers sera très, très chaud et très, très dense. Alors, l'abbé Lemaître l'avait aussi évoqué avec son atome primitif. Mais lui, il a vraiment calculé l'implication que ça donnait. Et il a calculé qu'au-delà d'une certaine température, la matière et la lumière devaient être liées. Ce que je vous disais au début. Mais là, c'était la notion physique moderne. Et en étant liés, il devrait y avoir une lumière résiduelle dans l'univers qui est due à ce passé où l'univers était très très chaud et très très dense. Et ce n'est pas n'importe quelle lumière. Le fait que la matière et la lumière soient liées, la lumière doit avoir un spectre de corps noir, c'est un spectre un peu spécial en physique.
Et donc c'est le premier qui s'est dit, si le Big Bang a bien eu lieu, nécessairement il y a un résidu lumineux dans l'univers, qui est dû à cette époque très chaude et très dense dans le passé. Et puis c'est nos amis Arno Penzias et Bob Wilson qui ont découvert ça fortuitement. Vous connaissez peut-être l'histoire, ils avaient un radiotélescope et ils ont détecté un signal qu'ils ne comprenaient pas. Ils avaient le détecteur le plus sensible de l'époque, refroidi à l'hélium, etc., l'hélium liquide. Ils avaient un signal résiduel qui mesurait parfaitement, mais ils ne connaissaient pas l'origine. Ils ont bien vu qu'il y avait le signal qui provenait de la galaxie, le signal qui provenait de l'atmosphère, le bruit de leur détecteur, etc. Mais en faisant toutes ces soustractions, il restait le fameux signal à 3 Kelvin. Ils se sont dit, on a peut-être découvert l'émission micro-ondes des fientes de pigeons, parce qu'en fait, le radiotélescope nichait de nombreux couples de pigeons. Donc, ils ont envoyé des petits étudiants pour nettoyer tout ça. Voilà, et donc, c'est véridique. Parce qu'ils se sont dit, on a l'air ballot si on découvre qu'en fait, on a découvert l'émission micro-ondes des pigeons. Bon, ça serait intéressant, mais peut-être pas pour la cosmologie. D'ailleurs, ils ne cherchaient pas la cosmologie, c'est ça qui est rigolo. Donc, le signal était toujours là. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, ils ont attendu 6 mois. 6 mois, c'est le temps que la Terre fasse un demi-tour sur son orbite, en se disant, il y a peut-être un truc autour de la Terre. Bon. Les ceintures de Van Allen avaient été découvertes peu de temps avant, etc. Ils se disent, il y a peut-être un truc bizarre. Bon. Non, toujours pareil. Rayonnement isotrope, significatif, froid, 3 Kelvin, mais présent partout. Donc Penzias et Wilson avaient découvert ce résidu lumineux du Big Bang qu'on appelle le fond cosmologique. Et voilà ce qu'ils ont pu observer. C'est une recréation. C'est tout le ciel qu'on représente comme une map monde. C'est tout le ciel. Et la température de l'univers est super homogène à 3 Kelvin. Donc moins 270 degrés Celsius. Super homogène. Voilà, la preuve du Big Bang. Enfin, vous ne pouvez pas prouver une théorie, mais la prédiction du Big Bang était vérifiée. Ça, c'est important en science, que vous fassiez des observations qui confirment ou qui infirment des résultats théoriques. Alors maintenant, l'univers, on le comprend de la manière suivante, avec l'inflation cosmique qui provoque une expansion très très forte pendant 10-35 secondes à peu près, qui garde cet univers très homogène à très très grande échelle. Ensuite, vous avez les 3 premières minutes de l'univers où s'effectue la nucléosynthèse primordiale, donc la génération des noyaux au tout début de l'univers. Alors ce que je dis quand je vais dans les écoles, c'est que toute l'eau dont nous sommes faits, ou l'eau qui est dans la bouteille, voilà, c'est composé de H2O, donc 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Tout l'hydrogène de là-dedans a été synthétisé durant les 3 premières minutes de l'univers. Et ça, on en est absolument certain. On l'a encore mesuré avec Planck récemment, que la Big Bang nucléosynthèse marchait très bien. Alors, par contre, dans les 3 premières minutes, vous ne synthétisez que les atomes légers. Le reste est créé dans les étoiles. Donc, nous sommes des poussières d'étoiles. Vous connaissez la phrase d'Hubert Reeves. Donc, c'est vrai à l'exception de l'hydrogène, de l'hélium et un peu de lithium. Ensuite, l'univers continue toujours à se refroidir. Donc, c'est l'histoire de l'univers en 1 minute et demie. Et arrive un moment où il est tellement froid, 6000 degrés, que la lumière s'échappe. Alors ça, je vous l'ai dit tout à l'heure avec des mots. Maintenant, je vais vous montrer avec un petit dessin. Ça, c'est juste avant que la lumière s'échappe. Ça, c'est juste après. Alors, les petits traits, c'est la lumière. Les petits points, c'est les électrons. Et les gros points, c'est les noyaux atomiques. On va dire que c'est un proton, pour faire simple. Proton, électron et lumière. Quand les électrons sont libres, ils interagissent avec la lumière. Donc, vous avez la lumière qui se balade, qui n'a rien demandé. Pof, elle voit un électron, elle est diffusée. Diffusée, ça veut dire un peu comme dans un brouillard. C'est-à-dire qu'elle est déviée par de diffusion Thomson. Voilà. Tout se passe bien, mais ça veut dire que c'est opaque. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir dedans. C'est lumineux, mais c'est opaque. Un peu comme au centre du Soleil. Vous ne pouvez pas voir au centre du Soleil aujourd'hui. Vous voyez que sa surface, pour les mêmes raisons. Parce que sous la surface, c'est un plasma chaud, donc électrisé, et donc la lumière est diffusée. Arrive un moment où la température va sous les 3000 degrés. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous la fais courte. Et alors oui, bon, pourquoi les électrons et pas les protons? Parce que la diffusion Thomson est proportionnelle à 1 sur la masse au carré de la particule. Alors ça, c'est pour ceux qui connaissent un peu la physique. La masse de l'électron étant à peu près 2000 fois plus petite que le proton, vous faites 1 sur m au carré, ça explose, donc il y a juste les électrons qui jouent là-dedans. Parce qu'on me pose parfois la question. Alors les protons jouent, mais vraiment c'est complètement négligeable. Il arrive un moment où les photons n'ont plus assez d'énergie, parce que l'univers se refroidit, et il y a 1 milliard de fois plus de photons que d'électrons.
eh ben, les électrons arrivent à se recoupler aux protons. Ils y arrivaient déjà ici, mais les photons les explosaient. Et ben, quand ils s'accouplent, ça forme un atome d'hydrogène, hein, proton plus électron, mais il n'y a plus d'électrons qui sont libres. Et la lumière se propage librement, enfin. Elle se propage en ligne droite, entre guillemets, selon les géodésiques. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est la lumière qui était créée au début de l'univers, mais qui était piégée par la matière. Donc la matière vibrait au début de l'univers. Et à un moment, c'était suffisamment froid pour que les électrons, non pas disparaissent, mais sortent du circuit. Et pof, la lumière peut passer. Et que pensez-vous qu'il arriva des vibrations? Vous vous rappelez, vibrations, c'est gravité et pression de radiation des photons. Mais là, les photons, ils sont enfin partis parce qu'ils sont libres. Donc vous aviez des vibrations à gauche, et au moment de la recombinaison, et après, parce que ça s'appelle la recombinaison ici, eh ben vous n'avez plus de photons. Donc vous n'avez plus cette force qui repousse. Donc la gravité, pouf, peut jouer son rôle et former les grandes structures. Donc en fait, les grandes structures, j'allais dire une bêtise, mais je vais la dire quand même, commencent à se former à partir de ce moment-là. Ou en tout cas, elles sont plus gênées par les photons. Et ça, c'est assez formidable. Et c'est ce qui se passe donc dans le fond cosmologique. C'est ce qu'on voit. On voit ces vibrations. En fait, on voit les dernières vibrations. Hein, ce n'est pas dernière sortie, dernière station avant autoroute, c'est dernière vibration avant recombinaison. Vous êtes en train de votre univers ici vibre, et puis à un moment, la lumière s'échappe. Et donc, c'est ce que vous voyez pile à cet instant-là. Donc, c'est une photo ultra précise de l'univers 370 000 ans après le Big Bang qui vous montre toutes les vibrations à un instant T. C'est comme si, je sais pas, vous faites bouillir de l'eau sur votre casserole. À un moment, vous faites une photo, vous voyez tout le spectre de vibrations à la surface. Et bien ça nous dépanne bien, parce que ça nous permet de tout comprendre. Et un peu comme le Soleil, hein, le Soleil vibre, et on ne voit pas l'intérieur, on ne peut pas, parce que c'est du plasma. Alors la différence ici, c'est qu'on est à l'extérieur du Soleil, là on est à l'intérieur de l'univers. Je vous laisse ça pour méditer ça pour vos longues soirées d'hiver. Alors comment on fait scientifiquement? Parce qu'il me reste, je crois, une dizaine de minutes. Eh bien, on construit un satellite pendant 15 ans. On essaie de trouver quasiment 1 milliard d'euros. Et puis, le CNES et l'Agence spatiale européenne nous disent OK, on construit ça, on construit un satellite unique et on met ça sur une Ariane 5 avec Herschel, dont je ne parlerai pas, même si j'ai beaucoup travaillé avec Herschel aussi. Ce sont deux missions majeures de l'Agence spatiale européenne. Donc là, en fait, vous êtes très stressé à ce moment-là. Mais maintenant, ça va. Donc là, c'est une simulation. Donc là, vous larguez les EAP, étages d'accélération à poudre. Vous sortez de l'atmosphère, vous lâchez la coiffe. Donc là, il y a Herschel, qui est un super observatoire qui a fait plein de belles choses aussi. Donc vous lâchez Herschel. Alors là, les gens d'Herschel sont contents, mais vous tirez la tête parce que vous n'êtes pas encore sorti d'affaire. Vous vous décalez. Vous éjectez le SILDA, système lancement double d'Ariane. Voilà, et Planck est là. Alors là, on a très peur. Donc ça se met en rotation. Et voilà, lâchage de Planck. Et là, tout le monde était content. C'était 20 minutes à peu près après le lancement de mémoire. Et tout ce petit monde, donc Planck, Herschel, va au point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil, donc à 4 fois la distance Terre-Lune, pour avoir toujours la Lune, le Soleil et la Terre dans le dos, parce qu'il y a le petit panneau solaire. Et voilà comment Planck observait. Il faisait un tour par minute à peu près, et il scannait le ciel. Et chaque jour, il se déplaçait un petit peu. Donc on fait pas des ronds dans l'eau, on fait des ronds dans le ciel avec Planck. Voilà, ronds dans le ciel. Et puis, comme vous avez toujours la Terre, le Soleil et la Lune dans le dos, vous ne les avez pas sur l'image, parce que vous reconstruisez l'image après coup. C'est ce qui est montré ici. Donc vous êtes dans l'image, mais bon, ce n'est pas très pratique, donc on la déprojette. Et c'est les fameuses images que vous avez peut-être vues du satellite Planck, qui sont projection du ciel. Et nous, on n'est pas dessus, parce qu'on est derrière. Et on reconstruit avec le temps. Voilà. Et donc, Planck n'observe pas dans les ondes visibles, mais dans les ondes millimétriques, qui sont les ondes très froides, beaucoup plus loin que l'infrarouge, parce que le fond cosmologique est plus brillant à ces longueurs d'onde-là. Alors vous voyez ici la Voie lactée, qui est très belle, très brillante, le plan galactique, donc notre Voie lactée, des régions de gaz très brillantes. Vous avez ici le grand nuage et le petit nuage de Magellan. Vous avez... alors, je l'ai perdu. Mais Andromède, je crois que c'est ce truc-là, mais je ne suis pas sûr. Galaxie d'Andromède. Centaurus A. Et puis Orion et le Taureau, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est par là.
Et donc, c'est une belle image, mais c'est compliqué, parce que nous, ce qu'on veut, c'est les petits points rouges et oranges. C'est ça, les fluctuations du fond cosmologique qui sont lointaines. Et c'est ça qu'on cherche à avoir. Mais vous voyez qu'on est gêné par ça. Donc, ça a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à mes collègues pour soustraire et extraire toute cette information. Alors, la clé de cette mission, c'est... Alors, j'aime bien cette image parce qu'on ne comprend rien, mais elle est belle. J'espère que vous partagez ce constat. Alors, ça, c'est Planck. Il fait 4 mètres de haut, 3 mètres de large, voilà, 1 tonne. Alors, en fait, bon, je comprends un peu cette image quand même. Ça, c'est la tranche du miroir primaire. Donc, on regarde par le haut, hein. Donc, la tranche du miroir primaire, qui est ici, avec le plan focal et donc les instruments ultra froids qu'on a fabriqués, notamment à Orsay, qui s'appelle HFI, High Frequency Instrument, qui a été refroidi à la température record mondiale jamais obtenue par ailleurs, de 0,1 Kelvin dans l'espace. Il n'y a que nous qui savons faire ça, les Français et les Européens. Les autres ne savent pas faire, ou en tout cas, ça n'a pas marché. Et là, c'est le miroir secondaire qui représente le plan focal, mais un peu distordu, parce qu'on est sur le côté. Donc on voit les cornets, parce que la lumière arrive dans les cornets, pour être détectée par les fameux 52 bolomètres, dont je voulais donner le titre à mon livre. Alors Planck observe à 9 fréquences, qui sont des fréquences donc, non visibles à nos yeux, les ondes radio ici, par l'instrument italien LFI, les 3 fréquences ici, et les 6 fréquences hautes par notre instrument HFI. Et après, pourquoi on a utilisé ces 9 couleurs? Eh ben, la réponse est simple. Vous vous rappelez tout à l'heure l'image où il y avait la Voie lactée partout, du gaz et tout, qui est très joli, mais qui nous gêne. Alors comment vous faites, vous, pour, vous voyez ce petit bidule rouge là, ces petites fluctuations, comment vous faites pour savoir si cette fluctuation, elle provient de la galaxie ou elle provient du fond cosmologique lui-même? C'est pas écrit dessus, coucou, moi je viens du fond cosmologique, coucou, je viens de la Voie lactée. C'est pas ça, malheureusement. Donc c'est à nous de nous débrouiller. Et en ayant plusieurs fréquences, on peut séparer les contributions de la Voie lactée du fond cosmologique et plein d'autres choses. Uniquement parce qu'ils n'ont pas le même spectre d'émission. Sinon, on était mort. Mais voilà, le fond cosmologique est très très froid, la Voie lactée est un peu plus chaude, voilà, 17K, etc. Donc ça nous permet de séparer. Mais pour séparer bien, il faut plein de longueurs d'onde pour vraiment bien découpler les deux. Là, je vous raconte ça parce que c'était la clé du travail. Donc il a fallu des mois et des années pour soustraire tout ça. D'ailleurs, si vous allez sur l'archive Planck, parce que toutes les données sont publiques, hein, vous allez à l'Agence spatiale européenne, vous tapez Planck PLA, Planck Legacy Archive, vous n'aurez pas une seule image du fond cosmologique, vous en aurez 2 ou 3. Parce qu'on n'a pas une seule méthode qui marche très bien. On en a 2 ou 3, et chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Donc selon ce que vous voulez étudier, vous utiliserez telle image ou telle autre, mais on n'a pas, nous, une image toute faite qui fait tout. Parce qu'on n'y arrive pas, c'est très compliqué. Voilà, cette fameuse séparation de composantes. Vous prenez 9 images, vous faites un énorme traitement, et à la fin, vous sortez vos petites fluctuations du fond cosmologique. Et donc, on passe de l'image de Penzias et Wilson il y a quelques années à l'image, je ne l'ai pas montré ici, de COBE en 89 et de WMAP dans les années 2000, à l'image de Planck, qui montre ces toutes petites fluctuations. Et on a fait un zoom de presque 1 million en intensité pour voir ces toutes petites fluctuations. Et ces petites fluctuations sont les prémices de ce qui vont devenir des amas de galaxies et des galaxies et de ce que nous sommes. Alors Planck a aussi permis d'obtenir la meilleure carte à cette échelle-là de la polarisation du fond cosmologique. Alors pareil, ça nous emmènerait pendant des heures, mais je vais vous la faire courte. La lumière est polarisée, voilà, soit vous le savez, soit vous l'admettez, et les directions de polarisation nous donnent une idée, non pas d'où sont les petites fluctuations, comme c'est le cas, hein. Là ça nous dit, là c'est dense, là c'est surdense, là c'est sous-dense, hein. Je ne sais plus comment est le code couleur, mais voilà. Mais ça nous dit à quelle vitesse ça se densifie ou à quelle vitesse ça se vide. Donc en fait, on a la dynamique des fluctuations. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on faisait une photo de l'univers juste à la recombinaison. C'est vrai pour l'intensité, mais c'est faux pour la polarisation. Avec la polarisation, c'est comme si on faisait un petit film. Alors, on n'a pas de film, mais la polarisation nous indique comment la matière vibre, à quelle vitesse. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on peut tout avoir avec ça. On peut avoir plein d'informations sur ce qui se passe juste au moment de cette recombinaison et de comment ces fluctuations évoluent. Voilà, je vous l'avais fait courte. Alors, tous ces résultats, il y a quelques années, ont eu un certain écho dans la presse. On était contents, hein, même si on fait pas ça pour ça.
voilà, notamment dans la presse anglo-saxonne, ce qui n'était jamais arrivé. Et puis Le Monde, il se trouve que voilà, je suis abonné, mais ils s'étaient un peu plantés d'images sur leur couverture. Ils avaient mis l'image avant le traitement, et donc c'est voilà, c'est un peu dommage. Elle est belle, mais ils s'étaient un peu trompés. Alors ils avaient mis la bonne image après dans l'article. Alors, Planck, finalement, est la troisième génération. Donc, c'est une sorte de clone. Alors, évidemment, je détourne les titres, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Donc, Planck est en fait le clone de troisième génération des missions précédentes. COBE, WMAP, et donc Planck, vous avez, il y a des dizaines d'années entre ça. Pour la petite histoire, WMAP et Planck ont été décidés la même année, 1996. Moi, j'étais en DEA à l'époque. Je me souviens, j'avais assisté aux présentations. Alors pourquoi les Européens ont mis 10 ans de plus que les Américains alors que les manips ont été acceptés la même année? Est-ce que c'est parce qu'on est mauvais? Est-ce que c'est parce qu'on est plus lent? Est-ce que c'est parce qu'on se débrouille mal? Voilà. La réponse est non. La réponse c'est parce qu'on est beaucoup plus ambitieux. Ce qu'ont fait les Américains, et ce qu'ont fait les Américains, c'est très très bien. Ils avaient un budget beaucoup plus petit. Ils se sont dit, on va prendre toutes les technos qui existent, on va mettre, on va envoyer, et on va avoir des super résultats. Et ça a très bien marché. Ils ont obtenu les premiers paramètres cosmologiques, ça a vraiment changé le paysage cosmologique. Mais nous, on s'est dit, on va faire la manip définitive. C'est-à-dire qu'on va arrêter le jeu après. Après cette image, ça ne sera même plus la peine d'aller observer le fond cosmologique à ces échelles-là. Donc on a développé une nouvelle technologie, les bolomètres refroidis, cryogéniques, à 0,1 Kelvin, qui n'avaient jamais volé. Ça nous a mis 10 ans. Mais pour vous donner une idée du gain, une année d'observation de Planck, vous savez, vous intégrez, plus vous observez longtemps, plus vous intégrez, moins vous avez de bruit. Donc une année d'observation de Planck correspond à plusieurs années d'intégration de WMAP. Et en fait, ça ne correspond pas à 10 ans d'intégration de WMAP, pas à 100 ans, mais l'équivalent de 1000 ans d'observation de WMAP. Donc vous voyez le saut technologique majeur, on appelle ça un saut technologique, et c'est nous qui l'avons fait. Mais alors ça prend un peu de temps, parce que c'est des technos quand même compliqués. Et puis je vais répondre à cette question dans les 4 minutes qui me restent. C'est comment on obtient ces fameux paramètres cosmologiques à partir de cette image ici de vibration, parce qu'on vous donne l'âge, la composition, d'où ça sort. En fait, c'est très simple. Si vous vous rappelez, quand vous avez été au lycée ou à l'université ou ailleurs, quand vous faites des TP, vous savez, vous avez des données, et puis on essaie de vous faire passer une droite ou une courbe dedans. Voilà, c'est pareil. Un petit peu plus compliqué, mais c'est pareil. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend les données du fond cosmologique et on la confronte aux modèles. Ça, c'est les modèles. On en fait tourner des millions et des millions et des millions de modèles d'univers, et on prend les meilleures données qui passent dedans. Il y a quand même un petit souci, c'est que la théorie ne prédit pas qu'à cet endroit, il y aura un point bleu et qu'à cet endroit, il y aura un point rouge. C'est un peu comme si vous faites un modèle de circulation automobile sur le périphérique, à 6 heures ou à 8 heures, ou etc. Vous donnez, je sais pas, un nombre de voitures par minute, mais votre modèle, il ne vous dira pas, là, il y a une voiture bleue avec un conducteur, et là, une voiture rouge avec une conductrice. Votre modèle ne prédit pas ça. Il vous prédit statistiquement le flot de voitures. Nous, c'est pareil. Ça ne nous prédit pas l'endroit d'où seront les petites fluctuations, mais ça nous prédit statistiquement, il y en a tant sur tout le ciel, de telle échelle, et tant sur tout le ciel, de telle échelle, etc. Donc, on doit convertir cette image en spectre de puissance, c'est-à-dire qu'on décompose par échelle et on fait une sorte de moyenne. Voilà. Pour ceux qui connaissent, on fait une décomposition en harmonique sphérique, c'est un peu comme une transformée de Fourier, mais sur la sphère. On fait des corrélations, ça revient à mètre au carré, et puis on met nos données là-dedans, qui ne sont pas représentées ici. Là, il n'y a que les modèles. Et les modèles, eux, sont très sensibles aux paramètres cosmologiques. Donc vous mettez toutes vos données, et vous faites un ajustement, un fit, et vous obtenez vos paramètres cosmologiques. Mais vous n'avez pas qu'une seule valeur. Ce n'est pas comme en TP où on obtient 10 plus ou moins 2. Là, vous avez plein de valeurs. Là, vous avez tous les modèles. Donc là, on a représenté 3 paramètres. Il se trouve que c'est la densité de matière, la constante Hubble et puis le spectre de fluctuation initiale. Mais par exemple, si on prend les 2 petits modèles qui sont en bas à droite, vous voyez, là, ils sont un peu en dehors de l'ellipse. Ces 2 modèles ajustent les données. C'est juste qu'il n'y en a que 2, alors qu'ici, il y en a des centaines. Donc ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de prendre ces valeurs. Ça veut juste dire que statistiquement, dans notre description, elles sont très peu probables. Donc nous, les valeurs qu'on va donner, ce seront les valeurs centrales, avec une barre d'erreur qui correspond à la densité de points. Mais ça ne veut pas dire que, je sais pas, un jour, il y a d'autres expériences, etc., qui nous disent que c'est ces valeurs, tant mieux, tant pis, c'est pas grave. Elles ne sont pas interdites par Planck. Mais il y a quand même des valeurs qui sont très favorisées. Voilà, c'est comme ça que se fait la science. Il n'y a pas une valeur qui tombe, mais il y a
plusieurs valeurs, et selon comment vous marginalisez, c'est-à-dire selon les paramètres, vous pouvez obtenir des valeurs différentes. Donc dans les articles de Planck, en fait, il y a plusieurs valeurs qui sont données selon la technique de mesure, pour faire simple. Et puis en fonction de ces valeurs, là, vous obtenez le fameux camembert cosmique qui vous donne la composition, l'âge, enfin tout, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors comment on a fait cette décomposition? Voici ici le multipôle, c'est l'angle sur le ciel. Hein, je ne vais pas être très long parce que c'est la fin, mais c'est l'angle sur le ciel. Là, c'est l'intensité. Voilà les points Planck. Alors ça, c'est ceux de 2013, mais ceux de 2018 sont encore meilleurs. Voilà le meilleur modèle. Mais meilleur modèle, ça ne veut pas dire qu'il fit parfaitement. Et voilà l'accord entre les deux. Vous voyez que ça ajuste parfaitement. Donc ce modèle, à 6 paramètres, contient de la matière noire, de l'énergie sombre, c'est-à-dire expansion accélérée, et puis de la matière traditionnelle, et puis un âge. Voilà comment on obtient la carte d'identité de l'univers, en faisant un ajustement avec des modèles sur les données. Alors les données très compliquées, vous l'avez vu. Mais alors la revanche des 6 paramètres, hein, j'ai rajouté un X de manière éhontée, désolé. La revanche des 6 paramètres cosmologiques qui sont ici, je ne vais pas tous vous les décrire, mais voilà, il y a de la matière noire, etc. Le truc, peut-être, la chose sur laquelle je vais insister, c'est ces deux boîtes. Ici, c'est la constante de Hubble. Alors, c'est pareil, j'ai des nouveaux paramètres, hein, mais la table est un peu plus compliquée. La constante de Hubble qui est en kilomètres par seconde par mégaparsec. Moi, quand j'étais étudiant en DEA, donc en Master 2, l'équivalent d'aujourd'hui, on ne connaissait pas cette valeur à mieux qu'un facteur 2 près. Donc, mes enseignants me disaient, Hervé, nous, la constante de Hubble, c'est entre 50 et 100 km par seconde par mégaparsec. Et donc, j'ai eu la chance de participer à une aventure qui, en quelques décennies, ou disons une grosse décennie, a permis de passer d'un facteur 2, alors on n'est pas les seuls, hein, mais en tout cas c'est l'aboutissement, à une fraction de pourcent d'incertitude. Donc au cours d'une carrière, c'est assez agréable de dire j'ai participé à une caractérisation de la carte d'identité de l'univers à une fraction de pourcent, alors qu'il y a quelques années, on enseignait aux étudiants, en fait on ne sait pas trop. Donc ça c'est pas mal. En tout cas moi je suis content de ça. Et là, alors conséquemment, puisque les deux sont liés, on a un âge de l'univers à 0,3% d'incertitude. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on est arrivé à une telle précision de l'âge de l'univers. Après, les gens me disent parfois, oui, mais votre théorie, vous n'êtes pas sûr, etc. Pas de problème, on change la théorie. Si vous avez une nouvelle théorie un jour, je reviens en arrière brièvement, si vous avez une autre théorie avec un autre modèle, mettez vos paramètres à vous, faites l'ajustement et trouvez votre âge, no problème. Donc les données sont là pour, j'ose pas dire l'éternité, mais pour un certain temps, et toutes les nouvelles théories devront ajuster ces données, et plein d'autres, hein, les relevés de galaxies, l'âge des étoiles, etc. Mais là, j'insistais sur le fond cosmologique. Alors, l'Empire contre-attaque, parce que voilà, le côté obscur de l'univers, il est là. Hein, voilà le camembert cosmique. Aujourd'hui, en densité d'énergie, voilà la carte d'identité de l'univers, à moins de 5% de matière ordinaire, donc des baryons, un gros quart de dark matter, donc matière noire, et puis à peu près 70% d'énergie sombre. Alors, vous me donnez 3 minutes, parce que je vais essayer d'aller jusqu'à 20, je suis sur le point de finir, mais j'aimerais quand même vous dire un truc important, c'est que qu'est-ce qu'on en sait de ces trucs-là, de matière noire et énergie sombre? On ne sait pas ce que c'est. Mais on peut modéliser l'inconnu. Je vais vous donner un exemple. L'air qui est dans cette pièce, on sait qu'il y a de l'air. Bon. Est-ce que vous avez jamais vu une molécule d'air, enfin, ou une molécule d'oxygène ou d'azote? Je pense que personne dans cette salle n'a jamais vu de ses yeux vus une molécule d'air. Voilà. Or, on sait que c'est là. Et on peut même mesurer. Cette pièce a une température, une pression, donc on peut mesurer l'atmosphère qui est présente dans cette pièce par des paramètres macroscopiques. Hein, désolé si je jargonne. Vous pouvez trouver une température et une pression à cette atmosphère que l'on ne voit pas. Et en physique, on appelle ça une équation d'état. Et ben, on fait pareil avec la matière noire et l'énergie sombre. On a une équation d'état. On ne sait pas ce que c'est que la matière noire, on ne sait pas ce que c'est que l'énergie sombre, mais cette équation d'état peut être modélisée et on peut obtenir des paramètres très précis. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est différent. Ça se comporte comme une matière froide, voilà, non relativiste. Ça se mesure comme un fluide répulsif. Et ça, tout est capturé, tout est mis dans l'équation d'état. Donc, ça peut paraître bizarre ou un peu flou, mais ce n'est pas du pipeau. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Alors, c'est peut-être du pipeau, mais en tout cas, on s'y prend pour que ça ne soit pas du pipeau. Voilà. Parce que l'énergie sombre est quand même un peu problématique. Et puis, je termine donc avec quelques images. Quand même, dernière image, c'est la matière noire. On ne voit pas la matière noire, mais on peut trahir sa présence par effet de l'anti-âge gravitationnel. Et c'est ce qu'on a fait sur tout le ciel. La première image de la matière noire sur tout le ciel a été obtenue par Planck. Voilà, je pourrais vous détailler. Alors, quand on ne sait pas, on ne met pas. Hein, voilà, donc on n'a rien mis ici. Mais voilà la présence de matière noire.
Et puis les 3 images de Planck donc, qui nous ont permis d'obtenir tous ces résultats, la température, la polarisation et la matière noire, avec plein de belles choses. Alors je vais conclure en disant un nouvel espoir. Il y a plein de belles choses à faire. Il y a d'abord les ondes gravitationnelles qui ouvrent une nouvelle fenêtre sur l'univers. Alors pas encore cosmologique, mais qui permet quand même de bien comprendre les objets compacts dans l'univers. Alors je ne vais pas en parler, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est suffisamment important. Puis de la très très belle physique et de la très très belle métrologie aussi. Et puis il y a un peu d'astrophysique, parce que vous voyez, les barres d'erreur des zones sur le ciel des sources d'ondes gravitationnelles ont été vraiment réduites grâce aux observations, au complément des observations astronomiques. Donc il y a eu un prix Nobel en 2017 qui était bien mérité. Et puis les Français sont très en pointe là-dessus. Et puis il y a surtout, ce qui me concerne, voilà, c'est le satellite Euclide. Donc le satellite Euclide que nous allons lancer en 2022, l'Agence spatiale européenne, avec une très grosse contribution française, va notamment envoyer la plus grosse caméra jamais envoyée dans l'espace. 600 millions de pixels, et qui va obtenir des images extraordinaires de tout le ciel, milliards de galaxies, sur lesquelles on va mesurer les effets de cisaillement gravitationnel pour obtenir la matière noire, et puis on va faire des fonctions de corrélation pour mieux comprendre l'évolution de l'énergie sombre. Et je termine avec quelques images, en évoquant le fait que nos travaux scientifiques produisent des images, tant mieux, qui sont belles, et que le public s'approprie. Ça, c'est le Hubble Deep Field, donc le champ profond Hubble. Et on est ravis de voir que ces images permettent aux humains, voilà, aux hommes et aux femmes, d'obtenir une vision du monde, une représentation du monde à laquelle nous contribuons, même si ces images, finalement, nous échappent complètement. Alors là, ce n'est pas mon coucher de soleil en vacances, c'est pris de la planète Mars par Spirit. Donc vous voyez que les images donc, scientifiques, quand elles sont prises dans un contexte autre que scientifique, peuvent apporter beaucoup. Alors là, je pense que votre regard a changé depuis que je vous ai dit que cette image a été prise sur Mars, même si elle est complètement publique. Il y a aussi une image comme ça qui montre qu'on est tout petit. Donc voilà la Terre vue de Mars, cette image que vous connaissez peut-être aussi. Donc la science sert à effectivement faire progresser les connaissances, mais elle sert aussi à tout un chacun, j'espère que vous en faites partie, à avoir une vision du monde et une représentation. Et donc l'imagerie scientifique et les résultats scientifiques aident à se représenter le monde. Tout comme cette image qui a eu un grand impact il y a 50 ans sur la petitesse et la beauté de la Terre. Donc le Fonds cosmologique, j'espère, participe de cette vision du monde que les humains, les artistes aussi, se sont emparés de cette image, etc. Mais plus globalement, nous espérons tous collectivement apporter une vision du monde. Et puis dernier point, et c'est ma dernière slide, c'est promis, les scientifiques ne sont pas hors de la société, et donc j'ai eu l'opportunité de travailler avec des réfugiés qui étaient dans mon université, où voilà, si on m'avait dit il y a quelques années que je parlerais du Fonds cosmologique à des réfugiés en situation vraiment compliquée, lors d'une soirée astronomique qu'on avait organisée à Orsay, je n'aurais pas cru, mais en fait c'est arrivé, et c'est de très grandes expériences. Donc la science n'est pas décloisonnée de la société et participe de la culture et de la vision du monde, et on essaie d'y prendre part. Merci de votre attention et désolé du temps passé.